des éléphants et des crocodiles. Đưa về. Tao một miếng, bánh nói đúng không? Tao còn cái này hình. Accueillis avec des orchidées, nous n'étions pas très frais après ce vol de nuit. Maintenant, nous profitons du calme des clombes, ces canaux où pullulent les silures, des énormes poissons-chats de plus de 1,50 m. Ici, ils sont considérés comme des animaux sacrés. De ses 86 mètres de haut, il domine Chao Phraya. Il fut construit à la période d'Ayutthaya et devint une chapelle royale sous le règne de Taksin lorsqu'il installa sa capitale à Thonburi. Le futur roi, Rama Ier, y déposa le Bouddha d'émeraude venant du Laos à la fin du XVIIIe siècle, avant qu'il ne soit transféré au Wat Phra Kaeo. Le haut du Wat, le Prang, date du règne de Rama II. Il symbolise le mont Nehru, résidence mythique des divinités hindoues.
Le dimanche, la circulation est beaucoup plus facile dans cette immense ville compliquée qu'est Bangkok. Nous partons en direction de Kanchanaburi, connu par le pont de la rivière Kwai. Mais avant, arrêt dans des marais salants, ainsi qu'une fabrique de sucre de coco, puis nous continuerons en pirogue pour les marchés flottants. Le plus grand des marchés, Tonkem, a conservé son authenticité sans oublier les produits pour touristes. Il est traversé par des canaux où se faufilent les sampans des vendeurs pour proposer leurs produits frais, fruits et légumes. Cette activité est réservée aux femmes. Cette ville jouit d'un cadre magnifique au cœur de collines de forêt. C'est la région la plus chaude du pays. Elle est surtout connue pour sa proximité avec le chemin de fer de la mort qui reliait la Thaïlande à la Birmanie. C'est un film de David Lean qui l'a rendu célèbre, Le pont de la rivière Kwai. En 1942, les Japonais décidèrent de construire cette ligne ferroviaire de 415 km, les voies maritimes étant bloquées par les Alliés. Les travaux, estimés à 5 ans, ont été réalisés en 3 ans par des prisonniers des territoires britanniques et travailleurs asiatiques. Sur les 330 000 hommes, environ 160 000 moururent de maltraitance, de maladies ou de bombardements. Jean-Claude, qui surveille le programme du voyage d'un œil attentif, nous a gratifié d'une balade sur la rivière Kwai qui était en cours de passage à la trappe. Un beau cadeau pour la Sainte-Françoise.
Superbe endroit, digne d'un décor de cinéma. Beaucoup de kilomètres nous attendent aujourd'hui. Nous traversons le pays d'ouest en est. Ce soir, nous serons sur le plateau de Kora, situé au-dessus du Cambodge. Sur notre route, 2 visites, le palais d'été et Ayutthaya, l'ancienne capitale du Siam. Le palais d'été du roi Rama V, édifié au XVIIe siècle par le roi Prasad Tong d'Ayutthaya, fut abandonné jusqu'au XIXe siècle après la destruction de la capitale. Il retrouva sa gloire d'antan grâce aux nouveaux bâtiments que fit construire Rama V. Il mêle le style local, occidental, néo-gothique et renaissance italienne. Ce pavillon, le plus harmonieux de style Ratana Kosin, est situé au milieu d'un lac bordant le vaste parc où se trouve également une demeure royale, un palais baroque italien et un pavillon chinois offert par de riches marchands. Alors, en Chine, c'est dragon, hein? Ouais. Mais en Thaïlande, c'est pas dragon. Alors, ça, si on l'appelle dragon, parce que si thaïlandais, c'est le cobra. Alors, si on doit s'asseoir, non? On doit s'asseoir, oui. Il est décoré en si vous regardez bien les motifs, hein? Les motifs, c'est les femmes. Cette ancienne capitale du Siam fut fondée en 1350 par le roi Hutong. Le royaume perdura 417 ans jusqu'à sa destruction en 1767 par les envahisseurs birmans. Pendant 4 siècles, 33 rois régnèrent sur 1 million d'habitants. De nombreux temples et palais y furent construits et à son apogée sous le règne du roi Narai, de 1655 à 1688, la cité devint l'un des plus grands comptoirs commerciaux du monde. Sous Louis XIV, plusieurs délégations rendirent visite au roi Narai. À sa mort, les nationalistes de la cour expulsèrent les étrangers, initiant la perte de la ville, et elle capitula sous la pression birmane qui dura 15 mois. Nous, on ne dit pas rousser comme renard parce qu'on n'a pas un renard, on dit rousser. Ça, c'est pour la vue dans le train.
beautiful. Merci. Ah, thank you. Certes, les fleurs sont jolies, mais nous sommes ici pour visiter le site de Phimaille. Après, nous reprendrons en sens inverse la route d'hier pour rejoindre Sarabuiri et Lopburi. Ce soir, nous serons à Phitsanulok. La construction du temple démarra sous le règne de Suryavarma II et s'acheva avec le Jayavarma VII entre la fin du XIe et XIIe siècle. Orienté en direction d'Angkor Wat, on pense qu'il aurait servi de modèle au fameux site cambodgien, une route directe reliée des dieux. Lieu de culte brahmanique dédié à Shiva, il fut transformé en sanctuaire bouddhiste Mahayana. Le temple central en grès blanc abrite un pran de 28 mètres de haut, finement décoré de sculptures de pierre, de nagas et de garada, dont les linteaux illustrent les scènes de Ramayana, épopée indienne. À l'intérieur, on aperçoit une statue de Bouddha méditant sur les anneaux d'un serpent. Parmi les autres vestiges, on remarquera les sanctuaires des cours auxiliaires, des prasats, des bassins et un escalier au naga. Renferme l'empreinte du pas de Bouddha. Selon la croyance bouddhiste, l'Anka Bouddha a laissé son empreinte à 5 endroits différents, dont celle-ci. Adorer cette trace 7 fois assure la vie éternelle et apportera le succès. Elle mesure 1,50 m et arbore les 108 signes propitiatoires. Il est aussi appelé temple de Kala, la déesse hindoue à 4 bras. La plupart des visiteurs viennent ici pour voir l'armée de singes sacrés, indisciplinés et parfois agressifs, auxquels on a permis d'envahir le sanctuaire et ses environs. Attention aux chapeaux et lunettes, ils en sont friands. Ils sont partout, dans les rues, sur les fils électriques. Les fenêtres sont protégées par des grillages. Si vous avez un projet immobilier en Thaïlande, surtout évitez Lopburi.
Hôtel très classique où la restauration avait du mal à fournir en omelette. Par contre, un karaoké nous a permis d'entendre Jean-Claude interpréter My Way. Après la visite d'un temple, nous partirons pour Sukhotaï, l'ancienne capitale. Ce soir, nous serons à Phrae, mais il est 8 heures, il nous faut écouter l'hymne national. Regardez, messieurs, c'est la Russie. Tout le monde. La Russie. C'est l'un des rares temples du royaume d'Ayutthaya épargné par l'incendie de 1955 qui ravagea la vieille ville. L'attrait majeur réside dans la merveilleuse statue de Phra Shinara, toute en bronze. Elle est l'un des plus beaux exemples de l'art de Sukhotaï. C'est en position agenouillée que je suis obligé de filmer. Ce parc historique s'étend sur une superficie de 70 km² dans un rayon de 5 km, 21 monuments à l'intérieur d'une triple muraille, sans compter 70 sites et vestiges hors des murs. La visite peut se faire à vélo, tuk-tuk, nous ce sera à pied. Sukhotaï veut dire naissance du bonheur, un joli nom pour la première capitale du Siam. Elle fut fondée en 1238 par le roi Intradite qui chassa les souverains khmers de la région. Pendant 110 ans, 9 rois régneront sur la ville, dont la grandeur durera jusqu'en 1350, date à laquelle elle devint vassale d'Ayutthaya. C'est une grande maison en teck de style thaïlandais du Nord, construite à l'aide de 130 grumes de bois, vieux de plus de 300 ans. Il a fallu 4 ans pour la bâtir en utilisant le teck de vieilles maisons. Les piliers sont richement sculptés. Ouverte en 1985, elle est remplie de souvenirs. C'est parce qu'on ne peut pas danser comme ça avec eux. Ça se fait pas.
C'est sans regret que nous quittons cette petite ville où il y a très peu d'activités. Après la visite d'un temple, nous prendrons la direction de Chiang Mai, la capitale de la région. C'est un vaste complexe religieux situé à 9 km de la ville sur une colline. Il fut fondé au XIIe siècle et tient son nom d'une étoffe en satin tissée dans le sud de Yunnan qui couvre le Chedi. En fin de semaine, on croise de nombreux pèlerins venus bénir la statue du Bouddha Phra Chao Tanchai, censé exaucer les vœux et guérir les femmes ayant un problème de stérilité. C'est le 6. C'est un village Karen. Ils sont de tradition nomade, originaires des régions tibéto-birmanes. Ils se fixèrent dans le nord de la Birmanie, aux alentours du 8e siècle après Jésus-Christ. C'est une ethnie minoritaire, la vie agricole et le tissage constituent le cœur de l'activité des villageois. La grande majorité des Karen sont animistes, ils croient et rendent un culte aux esprits. Ceux-ci, dans ce village, sont bouddhistes. Chiang Mai fut fondée en 1296 par le roi Mangrai sur le bord de la rivière Ping. Centre religieux important, elle était surnommée la ville aux 1000 temples. 300 sont encore en activité. La ville est située à 700 km de Bangkok, 300 mètres d'altitude lui offre un air plus frais. La Rose du Nord, la capitale de la région, est aujourd'hui une cité animée au développement rapide. Il date de 1383, situé à plus de 1000 mètres. On y accède par funiculaire pour moi, à pied pour Jean-Claude et Viviane. 305 marches bordées de 2 gigantesques nagas. Remarquable vue sur la ville et sur la vallée du Ping. En entrant dans la cour du sanctuaire, on enlève ses chaussures et on peut admirer un magnifique chédi doré à la feuille d'or, entouré de 4 parasols. Jean-Claude se fait bénir par un moine bouddhiste. Tant qu'à moi, je fais un malaise vagal.
donne le sac plastique. Ça, c'est pour attacher à la pied de la vis. Départ avec Viviane pour le massage taille. Nous laissons Jean-Claude à la rencontre des reptiles. Viviane et moi avons pris goût au massage thaïlandais. Ce matin, visite des boutiques. Pas le droit de filmer dans la première. Nous n'aurons que le sourire des hôtesses, ce qui n'est pas pour déplaire à Jean-Claude. Le lacage thaï est originaire de Chiang Mai. Il est préparé avec la résine d'un arbre, le Melanoroea ositata. De consistance très épaisse, elle noircit au contact de l'air. Elle est appliquée par couches successives, 7 au maximum pour le premier choix. Entre chaque couche, le séchage dure plusieurs jours, il est suivi d'un ponçage. La décoration se fait par peinture, feuilles d'or ou collage de coquilles d'œufs. C'est avec la compagnie Nok Air, un low-cost thaïlandais aux couleurs des fraises Tagada, que nous partons pour Mae Hong Son, à proximité de la frontière birmane. Ce sont 2 temples jumeaux datant du XVIIIe siècle, possédant des chédis blancs et or. On peut y voir un Bouddha assis de 5 mètres qui est extrêmement vénéré. Mais les dames ne sont pas les bienvenues. Une photographie du roi Rama IX nous rappelle qu'il y fit ses glaces bouddhistes.
Cette petite ville paisible est située dans une vallée entourée de montagnes, non loin de la frontière du Myanmar. Elle resta longtemps isolée, la route datant de 1965. Nous avons choisi ce voyage pour ce qui va suivre. Pour commencer, introduisons-nous dans le marché alimentaire. Ah oui, donc. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes sur la rivière Paix et nous nous dirigeons vers un village Padonk, une branche de Karen. C'est ici que l'on trouve les femmes au long cou, appelées communément femmes girafes. Elles portent autour du cou et des bras des anneaux de laiton que l'on pose dès 6 ou 7 ans. Au fil des années, on échange cette spirale par une plus grande qui atteint à l'âge adulte une taille d'environ 30 cm et un poids de 5 kg. Au fur et à mesure, les vertèbres s'étirent, les os et les muscles à la base du cou se tassent, donnant un aspect d'allongement saisissant. On ne connaît pas bien l'origine de cette coutume originaire du Myanmar. Certains parlent d'hommage, d'autres de signes de beauté ou encore de protection contre les tigres rôdant dans la forêt qui se précipitaient sur leurs victimes en leur sautant au cou.
5 kilos. C'est un moment magique que nous venons de vivre. À aucun moment nous n'avions l'impression d'être dans un zoo, comme certains peuvent le prétendre. Notre avion, Fraise Tagada, donnant des signes de fatigue, c'est en minibus que nous repartons pour un voyage de 250 km, dont 186 en montagne, avec 1865 virages. Il nous faudra 4 heures pour atteindre Chiang Mai. C'est pour récolter les œufs de fourmis que les Thaïs mettent le feu à la jungle. C'est délicieux en salade, paraît-il. Autrefois, les éléphants servaient à traîner le bois, mais avec la réduction draconienne de l'exploitation forestière, ils ne sont plus élevés aujourd'hui que pour le plaisir des touristes. Promenade à dos d'éléphant, numéro de dressage et bain dans la rivière.
C'est une tradition du nord du pays où les personnes sont assises par terre autour d'une table circulaire, en général en teck, que l'on appelle kantoké, tout en regardant des danses traditionnelles. Pour les occidentaux, cela a été aménagé, une fosse sous la table permet d'y mettre les pieds, c'est un peu plus confortable. C'est en tuk-tuk que nous partons visiter la ville, un arrêt à ces temples haut de 90 mètres et vieux de 500 ans. Le Chédi fut détruit par un tremblement de terre en 1545. On peut admirer un élégant escalier de Naga qui décore la chapelle et un arbre séculaire. Une légende prétend que la ville restera debout tant que ce gommier vivra. C'est au bord de la rivière Ping que Tip nous fait la surprise d'un lâcher de lanterne thaïlandaise où il nous faut faire un vœu. Ai-je fait le bon ? Départ pour le nord de la Thaïlande en direction du Triangle d'Or. Ce soir, nous serons à Chiang Rai. Pour le moment, notre chauffeur s'est fait arrêter pour un problème de siège vide, non démonté, amende de 1000 bahts. Sympa la Thaïlande. Situé à 13 km au sud de Chiang Rai, il est appelé le Temple Blanc, construit par Charlem Chai Kotsipat, un artiste thaï de renom qui a voulu créer un tribut à Rama IX et honorer sa ville natale.
En rupture avec la plupart des autres temples, celui-ci est d'une blancheur extraordinaire pour symboliser la pureté du bouddhisme. Cette région légendaire, point de rencontre entre les trois pays, Thaïlande, Myanmar et le Laos, doit son surnom à la fortune que procura la culture du pavot au temps où la monnaie d'échange de l'opium était l'or. Celle-ci, illicite, s'est aujourd'hui déplacée plus loin dans les montagnes, ce qui permet de faire de belles randonnées et de découvrir au hasard des rencontres des tribus hospitalières qui perpétuent leur mode de vie traditionnel. C'est à quelques kilomètres d'ici qu'avec Viviane, nous avions traversé le Mékong pour notre voyage dans les tribus du Nord Laos. Nous retrouvons ici deux ethnies montagnardes, les Akha et les Yao.
Après cette nuit passée dans ce très bel hôtel, c'est en pirogue que nous allons rejoindre un village de tribus Karen et Aka. Après 1 heure de navigation, nous arrivons dans ce village qui est de majorité Karen. Il est devenu l'une des principales attractions touristiques de la rivière Mae Kok. Ces tribus d'origine chinoise, qui ont le sens du commerce, savent en profiter, ce qui n'est pas pour déplaire à Françoise. Allez, 150. allez, 160. Plein de belles choses, de machin, de café, machin. Nous reprenons notre route pour regagner la capitale en 2 temps, car ce soir nous prendrons le train à Langpang. Notre chauffeur est une nouvelle fois arrêté. Cela devient une habitude. La gare arrive ici. Ici, c'est le grand lac. Petit arrêt ananas. Il faut 1 an pour avoir le premier fruit, puis un fruit tous les 6 mois pendant 2 ans. Après 3 ans, on replante la moitié de la touffe et c'est reparti.
C'est en train de nuit que nous allons rejoindre Bangkok. Le départ est prévu à 18h15 et notre arrivée aux environs de 6h. Ce sont des wagons couchettes japonais où un repas nous est servi. Pour préparer notre nuit, il nous faut faire l'obscurité et boucher la climatisation d'une manière peu conventionnelle. Puis le chef de wagon vient faire votre lit. Vous pouvez alors fermer les rideaux et les yeux. Petite nuit mais très sympathique. Elle permet surtout aux voyagistes d'économiser une nuit d'hôtel. Tirage au sort pour la douche. Nous passons les derniers. Qui communique avec la porte intérieure. Le temple royal fut construit à la fin du XVIIIe siècle par Rama Ier pour accueillir le Bouddha d'émeraude. C'est grâce au zoom que nous avons ces quelques images prises de l'extérieur, car il est extrêmement interdit de les photographier. La statue de 66 cm a été sculptée dans du jaspe vert. Elle a passé 250 ans au Laos et restituée à la Thaïlande en 1778. Elle attire beaucoup de pèlerins, elle est le lien entre le pays et le souverain. C'est le roi en personne qui remplace les vêtements d'or 3 fois par an. Rama VII fut le dernier monarque à résider officiellement dans le palais. Depuis son départ en 1925, l'édifice ne remplit plus qu'une fonction protocolaire. Notre circuit touristique touche à sa fin. Nous prenons la direction du golfe du Siam où nous allons profiter de la mer pendant quelques jours. Avant, un petit arrêt à la ferme des crocodiles.
les belles dents. Non, c'est laborieux, hein. Pas eu le temps d'arriver en bas. La viande, la chair de crocodile congelée. Oui, vas-y. On attend un peu là. Qu'est-ce que c'est comment le châtain? Il est en Chine, hein? On dit comment? On va chercher des cartes. C'est quoi la papade? À la vôtre. Oui, à la nôtre. La tienne. Oui, la tienne. À la nôtre. À la nôtre. J'ai acheté une jupe comme ça avec. La prochaine encore, la chaîne. La sauce pour le... L'hôtel est entouré de champs de manioc. Avec Viviane, nous goûtons à ces petites galettes qui nous sont offertes, puis nous partons à la rencontre des villageois.
You. Yeah. Okay. Spring. SING. Le marché, il va peut-être se renseigner vers 2200, n'est-ce pas? Enfin, n'est-ce pas? Si la dernière fois j'avais été. À peu près.